Il existe dans le monde une multitude de créatures obscures dont la plupart des gens ignorent l'existence. Ces créatures se moquent bien de nous. Elles se fichent de nos vies. Pour elles, nous ne sommes que des nuisibles qui envahissent leur territoire. Vous voyez, je fais partie d'un groupe opérationnel chargé de lutter contre les cryptides. Nous sommes assez bien financés et nous disposons du meilleur équipement et de la meilleure formation que l'argent puisse acheter. Beaucoup de gars ici sont d'anciens combattants d'unités spéciales d'élite du monde entier. Certains viennent du SAS, d'autres du MARSOC, du Delta, du PJ, des forces spéciales. Vous voyez le genre. Notre travail consiste à être le rempart qui sépare leur monde du nôtre. On nous envoie dans différentes régions où l'on observe une recrudescence de l'activité des cryptides. Le nombre de touristes ou de vacanciers disparus a fortement augmenté. On nous envoie là-bas. Des observations étranges, nous enquêtons. Le plus souvent, nos affrontements se terminent par la neutralisation des menaces. C'est la priorité absolue. Et croyez-moi, nous avons adopté ici une devise assez simple, mais mémorable. Il n'y a pas de mal que la balle ne puisse guérir. Je vais être franc. Je ne recommande à personne de chasser ces créatures. Ce n'est pas un film ou une série télévisée. Ces créatures vous tueront, vous dévoreront et vous recracheront sans la moindre hésitation. Vous n'avez pas idée du nombre de chasseurs de cryptides que nous avons dû ramasser par terre pendant que nous nous occupions de nos cibles. Et puis, soit dit en passant, servir dans cette équipe opérationnelle ne signifie pas que vous rencontrerez tous les cryptides. Il y en a beaucoup que je n'ai pas rencontrés, mais que d'autres équipes ont eu la chance de croiser. Maintenant, parlons un peu de moi. J'ai servi pendant un certain temps dans les services de renseignement. J'ai voyagé à travers le monde. J'ai vu toutes sortes de choses et j'ai compris à quel point nous pouvons être cruels en tant qu'espèce. Et croyez-moi, cela vous marque à jamais. Après avoir fait mon devoir, j'ai décidé de me lancer dans des contrats privés. Une chose en entraînant une autre, le bouche à oreille m'a conduit dans cette agence. Et maintenant, passons à ce que beaucoup d'entre vous attendent, je pense. Là où je me trouve actuellement, les principaux groupes avec lesquels j'ai affaire sont les loups-garous et les hommes-cerfs. Ces derniers temps, ces groupes lady se sont calmés, les hommes-cerfs étant les plus pacifiques des deux. Quant aux loups-garous, nous avons réussi à établir certaines limites. Vous voyez, les loups-garous sont soit des convertis, soit des personnes qui ont fui la civilisation. Ils nous ont dit qu'ils restaient à l'écart et surveillaient les leurs si quelqu'un essayait de franchir la ligne. Cependant, ces derniers distants, des rumeurs nous parviennent selon lesquelles de grandes créatures bipèdes ont été aperçues à la lisière des villes, à la limite de la forêt. Des personnes disparaissent, et il y a même eu là un cas où une famille a signalé à la police locale que leurs enfants avaient vu leur père être emmené par des hommes-chiens. Nous avons décidé de rendre visite aux alphas locaux. Notre équipe était composée de 8 personnes et un peloton entier était prêt à intervenir en cas de problème. Nous avons chargé notre MRAP et sommes partis dans la forêt. Le trajet s'est déroulé dans le calme, à part quelques anecdotes et blagues. Je me suis moi-même assoupi, essayant de rattraper quelques heures de sommeil jusqu'à ce qu'une secousse me réveille. Le véhicule s'était arrêté. Le haillon s'est ouvert et nous sommes tous sortis, établissant un périmètre. Nous nous sommes retrouvés devant un bidonville improvisé, composé de camionnettes abandonnées et de mobile homes. En nous approchant, nous avons remarqué du mouvement à l'une des fenêtres. Notre commandant nous a ordonné de baisser nos armes et s'est avancé, les mains en l'air. Il n'avait fait que 10 pas lorsqu'un homme bâti comme Arnold Schwarzenegger dans Predator est sorti d'une des maisons mobiles. Les poils de ma nuque se sont hérissés et j'ai serré mon arme plus fort. L'atmosphère était électrique tandis que nous regardions notre commandant observer ce géant, puis éclater de rire.
L'homme a ri à son tour et ils se sont embrassés après s'être serré la main vigoureusement. On a clairement entendu « Salut, comment ça va, mon grand ?» Je me suis un peu détendu, tout comme le reste de notre équipe. L'homme nous a fait signe de nous approcher et notre chef a acquiescé pour nous indiquer que tout allait bien, peut-être allait bien. Nous avons appris qu'une meute de jeunes loups-garous semait apparemment le chaos et troublait la paix dans la région, essayant de reprendre des forces, ce qui les reliait à une série de disparitions. Nous avons fait notre rapport à la base et, avec 3 autres équipes, nous avons été chargés de mener une opération de recherche et de sauvetage au cœur du territoire de la meute. Notre objectif secondaire était de maîtriser ou de neutraliser les jeunes loups. Honnêtement, j'espérais que nous pourrions convaincre ces jeunes, sans savoir que cette meute était composée de casse-cou qui cherchaient à s'imposer comme les nouveaux durs du quartier. Je doutais que nous y parvenions. À 17h, nous avons franchi les frontières établies par le traité il y a plusieurs années. C'était effrayant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ne vous méprenez pas, nous sommes tous des gars solides. Chacun d'entre nous a vu sa part de chaos et de violence qui aurait anéanti l'âme d'une personne ordinaire. Mais là, il ne s'agissait pas d'assaut d'un bastion rebelle, ni de la protection d'une personnalité importante. Un seul faux pas, et toute l'opération aurait pu échouer, causant la mort de nombreuses personnes. Et c'est précisément à ce moment-là que notre véhicule a été attaqué. Les MRAP sont conçus pour résister aux explosions d'engins artisanaux comme des champions et continuer à rouler jusqu'à ce que l'équipage sorte de la zone d'impact. Mais je ne pense pas que les concepteurs aient pris en compte le facteur de près de 300 livres de muscles purs qui s'écrasaient contre lui à une vitesse de 35 à 50 miles à l'heure. Notre véhicule s'est renversé sur le côté et je me suis retrouvé suspendu, m'agrippant à la vie. En me remettant du choc, j'ai entendu le métal de la porte arrière grincer, puis je l'ai vu s'envoler. La bête a passé la tête et nous a tous regardés, comme si elle choisissait un plat dans un buffet. Ses yeux jaunes vifs se sont fixés sur les miens et je me suis figé. Je ne pouvais ni lever mon arme, ni appeler à l'aide. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester allongé là, tandis que cette énorme créature s'approchait de moi. Des coups de feu ont retenti et j'ai vu 3 balles lui transpercer le bas-ventre. Il a hurlé et a reculé. Notre commandant a sorti son pistolet et lui a tiré ses 7 dernières de balles dans la poitrine et le museau. Il est tombé au sol, se tordant de douleur, de la fumée visible s'échappant des points d'entrée. Fait amusant, nos balles ont une pointe en argent et pour les pistolets, nous avons des balles expansives à pointe en argent, remplies de cendres sacrées. Nous sommes sortis de la voiture et avons regardé notre commandant, que j'appellerai Conrad, achever le gars de 2 balles de fusil dans la tête. C'est alors que des coups bichots de feu ont retenti au loin, suivis d'un hurlement. La radio du MRAP s'est mise à grésiller et une voix désespérée a crié « Ici Wolfpack 36, j'appelle Apache Flight, confirmez votre indicatif. Wolfpack 36, ici Black Raven, je vous reçois. Bien reçu, Corbeau Noir, je demande un appui aérien sur ces coordonnées. À toutes les unités dans la zone, Nirvana. Je répète, Nirvana. Bon sang, Corbeau Noir, nous avons besoin d'aide. Bien reçu. Nous arrivons à toute vitesse. Il se rapproche. Bon sang. Merde. Les sons de tir ont atteint leur apogée, mais ils ont été couverts par le bruit d'un missile Hellfire. Nous sommes restés assis dans un silence stupéfait, nous regardant les uns les autres jusqu'à ce que Conrad rompe le silence. Zweihander, ici, Hunter factuel. Tous les corps ont été comptés. Nous sommes toujours Oscar Mike vers la cible. Compris. Zwei, Hunter, ici, Hunter factuel. Bien reçu. Pour info, la meute de loups est détruite. Retrouvez-vous avec Eagle et Dragoon à 3 clics de votre position.
Bien reçu, Zweihander. Hunter factuel. Fin de transmission. Conrad nous regarda tous. Restez vigilants, les gars. Nous sommes désormais en territoire ennemi. Inutile de dire que Hellfire a probablement contribué plus que tout autre élément à notre rencontre avec Eagle et Dragoon. Après avoir rassemblé une force considérable, nous avons avancé et découvert le repère de la meute. Ils s'étaient réfugiés dans une grotte dont l'entrée était barricadée de manière artisanale. Nous avons pris position autour de la grotte, tandis que nos commandants élaboraient un plan pour neutraliser nos ennemis et, espérons-le, sauver certains des disparus capturés au cours de la semaine précédente, s'ils n'avaient même pas encore été convertis. C'est alors que nous avons vu quelqu'un sortir. Il ne semblait pas avoir plus de 19 ans, mais il marchait comme s'il était meilleur que nous. Il se tenait à l'entrée, suivi de plusieurs autres personnes, et il nous a crié « Bon, nous savons pourquoi vous êtes ici, et croyez-moi, vous ne voulez pas vous frotter à nous. Nous pouvons facilement vous mettre tous à terre. Nous sommes plus nombreux que vous. Trop de corps pour vos balles. » Conformément au protocole, notre réponse a été la suivante. Lui et ses compagnons devaient se rendre, se présenter à l'interrogatoire et au tribunal des anciens alphas et libérer tous ceux qu'ils détenaient en captifs. Le visage du jeune homme reflétait le dégoût et le mépris, comme si nous avions blessé son ego. Il nous a fait un doigt d'honneur, s'est mis à 4 pattes et a commencé à se transformer. Quel idiot, ai-je pensé. Il n'avait même pas fini que le coup de feu retentit. La balle à pointe argentée lui transperça le front, le fendant comme une pastèque. Le silence qui s'ensuivit était terrifiant. Les autres regardèrent son corps, puis nous, avant de tomber à genoux, les mains en l'air. Conrad me regarda et me fit signe, ainsi qu'à quelques autres soldats, d'entrer, de sécuriser les lieux et de fouiller les environs. Je me suis levé et j'ai avancé, fusil à la main, me déplaçant rapidement vers ceux. Talon, pointe, je les ai bien regardés. Tous étaient dans des enfants. Certains pleuraient, d'autres s'étaient sous le choc et restaient d'hommes silencieux pendant que nous les ligotions avec des attaches en plastique. Une fois qu'ils ont été neutralisés, nous sommes entrés dans la grotte. J'ai lancé une torche de signalisation à l'intérieur et j'ai crié « Groupe d'intervention, y a-t-il des survivants ?» Nous avons reçu une réponse, bien que faible. Nous avons suivi le son et avons retrouvé nos disparus, tous les 8. 5 hommes, 3 femmes, tous visiblement en état de choc et ayant besoin d'aide. Nous les avons conduits vers les MRAP qui nous attendaient, puis nous sommes retournés à la base. D'après ce que nous avons compris, nous avons tué le chef de la meute et leurs membres les plus forts ont été détruits par le Hellfire. Les survivants que nous avons interrogés ont tous déclaré que les personnes enlevées devaient d'être converties et rejoindre leur rang. Nous avons récupéré les corps de la meute de loups et les avons enterrés comme ils le méritaient. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je dois y aller. Des informations graves nous sont parvenues et le commandement a besoin de tout le monde sur le pont. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de mal qui ne puisse être guéri par une balle. Salut tout le monde. J'espère que tout va bien pour vous depuis mon dernier message. Oh, j'ai des choses à raconter. Vous ai-je déjà dit à quel point je déteste les chasseurs de cryptides amateurs? Vous voyez le genre. Ils lisent des forums sur les cryptides, regardent même des tonnes de vidéos en ligne, puis décident. Je vais prendre mon fusil de chasse et en traquer un. Je suis trop fort. Oui, ce genre de type. Je me souviens vous avoir dit à tous que quelque chose de grave se préparait. C'était le chaos total. Passons maintenant aux détails. Les gardes du périmètre ont remarqué l'un des hommes serfs qui s'approchait de notre base. Il n'y avait rien d'inhabituel à cela. Ils passaient, discutaient avec nous et vaquaient tranquillement à leurs occupations. Mais cette fois-ci, il portait un paquet dans ses bras. Le garde s'est lentement approché de lui,
puis a rapidement contacté le commandement par radio pour signaler sa découverte. Il s'est avéré que le paquet était son petit, mort d'une blessure par balle. Les hommes cerfs sont un groupe très neutre. Ils vivent parfois dans un isolement total, sont souvent nerveux et méfiants envers les humains. Il nous a fallu beaucoup de temps pour établir une relation avec eux. Ils comprennent de notre langue, ce qui facilite grandement la communication et la réinstallation pacifique lorsqu'ils s'éloignent trop de ce qui nous a été décrit. Son petit explorait simplement les environs, bien qu'un peu plus loin de son habitat, mais le troupeau était à proximité, au cas où quelque chose arriverait. Selon le chef du troupeau, l'air avait une odeur étrange, comme si un étranger était arrivé. Mais avant qu'il n'ait pu comprendre ce qui se passait, un coup de feu a retenti. Lui et plusieurs autres mâles se sont précipités vers l'endroit d'où provenait le bruit et ont découvert 2 personnes debout au-dessus du petit. Ces personnes ont pris la fuite lorsqu'elles ont vu le grand groupe de cerfs rassemblés. Elles sont immédiatement venues nous voir dans l'espoir que nous puissions retrouver les coupables. Le commandant de la base, nom de code Zweihander, les a renvoyés et a contacté nos contacts locaux. Ce qu'ils nous ont rapporté était pour le moins inquiétant. Apparemment, un grand groupe de chasseurs traversait la région et, quelques jours auparavant, 2 d'entre eux avaient été vus en train de murmurer qu'ils avaient y trouvé un troupeau de Wendigo. Depuis, le groupe avait décidé de se rassembler et de partir. Nous avons lancé un drone pour explorer la zone et avons détecté une importante signature thermique au fond de la forêt. En y regardant de plus près, nous avons trouvé un campement de fortune avec des barricades et des positions de combat. Nous nous sommes mobilisés aussi vite que possible. L'équipe Hunter, mon groupe, marchait en tête. Nous avons atterri à 4 km du campement et avons avancé à pied, sous le couvert de la nuit. Notre mission consistait à explorer les lieux, à observer et, si possible, à neutraliser les capacités opérationnelles du groupe. Lorsque nous nous sommes approchés du campement, une odeur de sang frais flottait dans l'air. Conrad a levé le poing et nous nous sommes accroupis. Devant nous se trouvait le camp des chasseurs, mais il n'y avait ni bruit ni activité. Il a ouvert la main et a lentement fait signe d'avancer. Et nous nous sommes approchés lentement, comme un seul homme. À mesure que nous nous approchions, ce qui s'était passé devenait de plus en plus évident. Il y avait des morceaux de corps partout, des douilles, des éclaboussures de sang sur les barricades, les voitures, dans l'herbe. C'était un véritable carnage. Nous nous sommes dispersés pour inspecter les lieux. Nous avons remarqué des tas de douilles éparpillées, ce qui signifiait qu'ils avaient tiré dans toutes les directions sans cible précise. J'étais perplexe. C'était loin du territoire des loups-garous, et les hommes cerfs ne s'approchaient pas de cette zone et étaient dans la tout à fait pacifique. J'ai regardé Conrad qui se tenait là, immobile, observant tout cela. Je voyais les rouages de son cerveau tourner à toute vitesse, essayant de comprendre ce qui s'était passé. J'essayais moi aussi, mais je ne pouvais me débarrasser de cette sensation dans l'air. Cette sensation que nous étions des étrangers, ici, ce sentiment de terreur primitive qui me rongeait l'âme. Conrad me sortit de ma transe en aboyant l'ordre de nous mettre en formation et d'établir un périmètre de défense. Il était hors de lui, arpentant le terrain comme un fou. Il a pressé sa main contre son casque et s'est mis à parler, presque à crier. Je n'avais jamais vu mon leader, d'ordinaire si stoïque, perdre son sang-froid comme cela. Zwei, Hunter, ici, Hunter factuel, à l'attention de toutes les unités en ligne. Message à suivre. Algonquin. Mon sang se glaça dans mes veines et mon cœur se serra. Algonquin était le mot de code pour le Wendigo. Le commandement nous avait fait courir à cause de rumeurs d'observation de Wendigo et avait même renforcé nos propres patrouilles, mais nous n'avions rien trouvé. Du coin de l'œil, je remarquai un mouvement rapide. Je me suis retourné et j'ai levé mon fusil en me concentrant sur un arbre loin du campement.
J'ai penché la tête sur le côté, puis j'ai reculé en apercevant une paire d'yeux rouges. « Contact !» ai-je crié en retirant le cran de sûreté de mon fusil et en ouvrant le feu tout en reculant. Les balles ont touché l'arbre. La troisième a touché la créature derrière l'arbre, la faisant hurler. Le tir a réveillé les environs et plusieurs Wendigos ont surgi de la forêt. Des yeux rouges, des cornes pourries, des corps émaciés. C'était une scène cauchemardesque. Ils se sont approchés de notre position. Nous avons réussi à en abattre 3, mais le 4e a réussi à s'échapper. Le Wendigo s'est précipité sur l'un de mes compagnons, l'a soulevé dans les airs, puis l'a rejeté au sol. Il était mort sur le coup du Wendigo lui ayant brisé la colonne vertébrale. J'ai levé mon fusil et j'ai tiré. Les balles ont atteint le crâne du Wendigo. La créature s'est effondrée et nous avons immédiatement brûlé les corps. Le GBR est arrivé immédiatement avec une équipe de nettoyage, ramassant les restes des victimes, démontant le campement et nettoyant tout le sang. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu mon coéquipier, Malcolm, que l'on soulevait prudemment de l'endroit où le Wendigo l'avait projeté. On l'a mis sur une civière, on a couvert son corps et on l'a emporté lentement. Le trajet de retour à la base a été silencieux. Nous avons perdu un homme bon cette nuit-là. Tout cela à cause d'une bande d'idiots qui avaient décidé de s'immiscer dans un monde qu'ils ne comprenaient pas. Mais une chose nous préoccupait. Il y avait de vrais Wendigos dans notre région. Quelque chose avait changé. Leurs habitudes avaient changé. Une enquête approfondie a été lancée et la base a été mise en état d'alerte maximale depuis que je suis en service ici. Tout change ici et nous devons comprendre ce qui se passe avant que la situation ne devienne incontrôlable. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je pars en patrouille. Je vous tiendrai au courant dès mon retour. Prenez soin de vous. Bon, passons aux choses sérieuses. Le commandement est en état d'alerte maximale, comme jamais auparavant. Des drones survolent constamment la zone, surveillant tout. Nous sommes en contact étroit avec les autres bases et avons renforcé les patrouilles. La situation est extrêmement tendue. Mais il y a aussi une autre nouvelle. Nous avons un nouveau venu pour remplacer Malcolm. Pour ceux qui ne savent pas qui est de Malcolm, lisez le post précédent, lien ci-dessus. Je vais donc vous parler un peu de ce type. Pour des raisons de confidentialité, je vais l'appeler Ruck, car c'est un nouveau. Ruck a servi dans les Rangers et a effectué 4 missions en Afghanistan. Apparemment, il était dans le pays au moment où j'y étais moi-même. Il est un peu renfermé et il est têtu. Il ne sera donc pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire, de le mettre au courant de la situation ici, surtout compte tenu de notre attitude envers certains groupes de population. Vous voyez, quand on vous initie à ce travail, on vous dit d'être un rempart, de protéger les innocents du mal qui se cache dans l'ombre. Mais quand vous arrivez ici et que vous rencontrez ces créatures, vous comprenez que vous avez établi un lien avec elles et que certaines d'entre elles veulent simplement vivre en paix et dans l'isolement. Cela a pris du temps, mais nous avons mis en place un système très sain ici. Les nouveaux ont besoin de du temps pour s'adapter, mais après quelques patrouilles, ils comprennent l'idée et adhèrent à notre façon de travailler. J'espérais qu'il en serait de même pour Ruck. Je l'espérais vraiment. Finalement, c'est moi qui l'ai rencontré sur l'aire d'atterrissage. Le CH-47 a atterri, la rampe s'est abaissée et les gens sont sortis, de nouvelles recrues pour remplacer nos pertes. Je l'ai vu, les cheveux coupés courts, le pas déterminé. Je lui ai tendu la main. « Bienvenue, je fais partie de l'équipe Hunter, ta nouvelle unité. » Il m'a regardé et m'a serré la main avec force. « Je suis heureux d'être ici et de servir. Que peux-tu me dire sur la région ?» Il a regardé autour de lui, observant les équipages qui s'empressaient de ravitailler le Chinook et tous les autres appareils qui avaient atterri. Je l'ai regardé et lui ai montré le bunker d'un geste. « Eh bien,
Nous avons les loups-garous et leurs bandes dans les bidonvilles, au nord, les hommes-cerfs à l'est et les tribus de Sasquatch à l'ouest. Je l'ai regardé tandis qu'il acquiesçait, absorbant l'information. Dès que nous sommes entrés dans la base, je l'ai emmené dans nos casernes communes et lui ai montré sa couchette. Écoute, Ruck, nous avons un système ici, avec tous ces groupes, un système qui fonctionne et qui est avantageux pour nous tous. Contente-toi de suivre les ordres de notre commandant. Fais ton travail et nous rentrerons tous chez nous vivants et avec tous nos membres. Compris ? Il m'a fait un signe de tête, jetant son sac près de sa couchette. Compris. Quand l'unité part-elle ? Il s'est assis, me regardant, tandis que 2 gars couraient dans le couloir, enfilant leur équipement. Nous avons une patrouille au nord dans quelques heures. Il faut contacter les bidonvilles au sujet d'une observation qui a été signalée récemment. C'est simple et rapide. Ruck m'a fait un signe de tête et nous nous sommes séparés. Quelques heures de plus tard, nous nous sommes équipés et sommes dans le parti, arrivant dans le bidonville. Nous avons déchargé notre matériel et sommes entrés tranquillement, vêtus d'une tenue légère, adaptée à l'opération. D'habitude, nous sortons en tenue de combat complète, mais en raison de nos relations avec les bidonvilles, nous portions simplement notre équipement de combat, sans chemise de combat, c'est-à-dire un t-shirt ordinaire sous notre gilet pare-balles. Je saluais et faisais signe de la main au visage familier, pendant que Conrad se dirigeait vers l'endroit où se trouvaient les alphas. Il les salua et s'assit, engageant la conversation, nous laissant discuter avec les habitants et surveiller la situation. Tout le monde était calme, sauf Ruka. Il se tenait là, observant tout le monde. Je connaissais trop bien ce langage corporel, comme lorsque vous surveillez une zone en Afghanistan, toujours dans l'attente que quelque chose se passe. Les habitants ont également senti son inquiétude et se sont tenus à distance de lui. Une chose en entraînant une autre, nous avons alors vu de l'agitation près d'un des camions. Ruck attachait un homme avec des liens en plastique sous les yeux de sa famille. Les enfants pleuraient, tandis que la femme les poussait à l'intérieur et se mettait à grogner. Le mari supplie sa femme, mais elle ne l'écoute pas. Ruck recule, la visant avec son fusil, lui criant frénétiquement d'arrêter. Il panique en la voyant se transformer en loup-garou. La situation allait dégénérer si personne n'était intervenu. Je me précipite entre eux. Je connais très bien cette famille. Leurs enfants courent vers nous et jouent autour des MRAP lorsque nous passons. Je l'appelle par son nom, la suppliant de se calmer. À ce moment-là, elle est laissée déjà complètement transformée et s'avance vers moi en grognant. Je suis calme, mais Ruck panique et tremble. Elle s'approche de moi et grogne, reprenant lentement son apparence humaine. Maintenant, tout le monde regarde, même les alphas. Conrad est avec eux, ses yeux cachés sous une paire de lunettes aviateurs, mais je sais qu'il est en colère. Je détache mon mari et m'excuse. Il sourit et me tape sur l'épaule, puis se précipite à l'intérieur avec compréhension. Je me tourne vers Ruck et l'attrape par la ceinture de son gilet pare-balles, le plaquant contre l'arbre le plus proche et lui assénant un crochet du droit en plein visage. Tout le monde nous regarde en silence et Ruck me repousse en me demandant quel était mon problème. Je lui explique que ces gens ne représentent aucune menace, qu'ils respectent nos frontières et veulent simplement vivre en paix. Il rétorque que notre travail consiste à protéger l'humanité. Je l'attrape à nouveau, ma main gantée serrant sa gorge. Il a fallu plusieurs gars pour m'éloigner de lui. Le trajet de retour à la base est tendu. Tout le monde reste silencieux. À notre arrivée, Conrad prend Ruka à part et lui explique que son geste aurait pu entraîner une escalade de la situation et la mort de nombreuses personnes dans les bidonvilles. Peu après, nous sommes convoqués à une réunion d'information. Le commandement a découvert d'où venaient les Vendigos. Nous sommes mobilisés avec un groupe opérationnel blindé et aérien pour les intercepter et les détruire. Je serai absent pendant un certain temps. C'est une opération de grande envergure.
J'essaierai de vous donner des nouvelles dès mon retour. Prenez soin de vous. Quelques jours agréables se sont écoulés et je peux maintenant vous expliquer où j'étais. Nous les avons combattus. C'était une opération de grande envergure et nous les avons détruits. Le commandement a découvert d'où venait le flux de Wendigo et nous avons déployé toute notre puissance contre eux. On nous a fourni un groupe opérationnel blindé pour nous aider à lutter contre la menace, car envoyer uniquement des troupes terrestres aurait été pour eux un repas gratuit. Passons à l'essentiel de notre rapport pour vous tous. Le commandement a été contacté par l'une de nos bases sœurs, située loin au nord, près de la frontière canadienne. Apparemment, leur drone a détecté des signes caractéristiques d'une invasion de Wendigos dans cette région. Sachant qu'ils avaient affaire à un petit groupe se dirigeant vers le sud, vers nous, ils nous ont demandé si nous étions prêts à participer à une opération conjointe de recherche et de destruction de la menace Wendigo. Zweihander a décidé d'envoyer au nord une importante force d'intervention, dont je faisais partie. Nous devions rejoindre les forces d'une autre base, ainsi que des blindés lourds et une couverture aérienne, puis pénétrer dans le territoire des Wendigo et les éliminer, tout en veillant sur les civils de notre zone de responsabilité en vue de leur évacuation. Le commandement a décidé que l'opération ne devait pas commencer avant un jour, car les Wendigo ont un énorme avantage la nuit. Mon unité s'est donc rassemblée et nous sommes partis vers le nord. Au cours des derniers jours, notre colonne terrestre s'est agrandie, tout comme nous. Nos MRAP ont été remplacés par des Strikers et des laves. Cela nous a donné une protection et une puissance de feu supplémentaires, car les Strikers étaient équipés d'un canon standard de 30 mm et les laves étaient également équipés de canons de 30 mm avec des obus incendiaires et un lance-flammes. Notre couverture aérienne était assurée par une escadrille d'Apaches et de Cobras. Leurs indicatifs étaient Black Raven et Roaring Dragon. Au sol, il y avait mon unité, Hunter, ainsi que G-Dragoon, Eagle, Raider, Echo, Griffon, Hitman, Assassin et Eccentric. Nous avons rejoint 5 autres équipes, dont les indicatifs étaient Boîte à outils, Shogun, Reaper, Claw et Archangel. Au début, notre avancée dans la forêt s'est déroulée sans incident, mais plus nous nous enfoncions, plus nous entrions en contact avec l'ennemi. Au début, c'était sporadique, comme s'il nous testait. Des débris frappaient sporadiquement les coques blindées de nos véhicules. Des arbres tombaient et nos tireurs remarquaient donc des mouvements entre les arbres. Nous étions tous calmes, à l'exception de Ruka, qui, sous le masque stoïque qu'il s'était imposé, tremblait de peur, même s'il était sur la liste noire de tout le monde pour son écart de conduite. Nous le couvrions quand même, et espérions qu'il nous couvrirait à son tour, afin que nous puissions nous en sortir vivants. Notre couverture aérienne est entrée en action la première, forçant la colonne à s'arrêter. Les Apaches et les Cobras ont dansé et tiré sur la lisière de la forêt, frappant les cibles à leur guise et détruisant leurs abris. Des nuages de neige blanche poudreuse s'élevaient dans les airs lorsque les obus de 30 mm tirés par leurs canons sous le fuselage s'écrasaient au sol. Nous entendions le sifflement à travers le revêtement épais du lave lorsque de nombreux obus atteignaient leur cible. Conrad pressait sa main contre son casque, écoutant attentivement nos ordres de combat. Je les observais tous. Nous étions tous en tenue de combat complète, mais notre camouflage contrastait avec la blancheur de la neige, ce qui ne nous dérangeait pas. Cela nous permettait de nous surveiller les uns les autres. De plus, le multicam black fonctionnait très bien lors des opérations nocturnes. Je serrais fermement mon HK-416, mon pouce caressant l'endroit où se trouvait le commutateur de sécurité. Conrad s'est animé et nous a montré son pouce en criant « Bon, équipe Hunter, c'est l'heure de passer à l'action. En avant !»
La cabine s'est animée de cris lorsque la rampe s'est abaissée, et nous nous sommes rapidement mis en formation et avons pris nos positions de combat. Une sensation rapide et aveuglante du soleil brillant sur la neige blanche a éclaté dans mes yeux, puis a laissé place à une vue presque sereine. Puis les bruitons des tirs, les cris et les pales des hélicoptères me ramenèrent à la réalité. J'observais le chaos, avançant avec mon unité, entrant dans la bataille là où nous le jugions nécessaire. Je les voyais, leurs corps maigres et épuisés, glissant facilement sur la neige. Leurs hurlements me glaçaient le sang, mais cela ne dura pas longtemps, car je vis l'un d'eux tomber, touché à la poitrine par un obus de 30 mm. Je visais et tirais. Le recul me frappa doucement l'épaule. Ma respiration était lente et méthodique. Nous avons continué à avancer sous la couverture aérienne et blindée, les repoussant toujours plus profondément dans la forêt, nous rapprochant de leurs repères. Cela a duré des heures, jusqu'à ce que la lune brille au-dessus de nous. Les hurlements se sont intensifiés lorsque de plus en plus d'entre eux sont venus à l'aide de leurs camarades assiégés. J'ai couru à travers le périmètre créé par le groupe opérationnel blindé. Les véhicules y étaient alignés en rangée, et entre chaque véhicule, une position avait été creusée où une équipe d'artillerie lourde était chargée de maintenir la ligne. Les traceurs ont illuminé la nuit lorsque les obus ont atteint leur cible et que les Wendigo ont pris feu. J'ai trouvé Conrad, qui m'a dit que nous avancions vers l'intérieur. J'ai hoché la tête et je me suis précipité à la recherche des autres. J'ai trouvé Ruka en premier. Il aidait l'équipe d'armes lourdes à s'installer, les couvrant pendant qu'ils mettaient en place leur M249. Il m'a regardé, m'a fait signe et s'est mis à me couvrir dès que l'équipe de mitrailleurs a commencé à repousser les Wendigos qui avançaient. Une fois tout le monde retrouvé, nous avons rejoint Conrad et l'équipe Shogun. Nous avons suivi le groupe des Laves et des Strikers alors qu'ils fonçaient en avant, leurs canons et leurs lance-flammes s'abattant sur l'ennemi devant eux. Les flammes se sont propagées et ont enveloppé le bras d'un des Wendigo qui, dans un accès de rage, s'est jeté sur l'un des Strikers. Le conducteur s'est rapidement éloigné en tirant sur la bête. Les flammes l'ont encore plus envahi lorsqu'il a tenté de se jeter sur nous depuis le lave, et nous avons ouvert le feu tout en reculant. Le projectile l'a touché alors qu'il se débattait. Sa peau a brûlé et ses muscles ont fondu sur ses os lorsqu'il s'est finalement effondré dans la neige et le tas de flammes. Un autre est sorti de l'obscurité, mais il a été rapidement abattu. Nous avons continué à avancer, atteignant enfin le repère des bêtes. Lorsque nous nous en sommes approchés, un Wendigo plus grand a bondi en avant, tenant dans ses mains une grosse branche fabriquée de toutes pièces qui lui servait de massue. À en juger par sa taille, nous avons supposé qu'il s'agissait d'un Wendigo ancien, issu des siècles passés. Chaque véhicule et chaque agent ont ouvert le feu. Toutes nos balles l'ont touché, mais il a continué à avancer. Il s'est précipité, puis a jeté son arme artisanale qui a heurté le côté d'un des Laves, puis a percuté plusieurs de nos alliés, les projetant au sol. Ruck et moi avons avancé lentement, talons à pointe, tirant et rechargeant au fur et à mesure. Nous avancions à l'unisson, et quand je rechargeais, il me couvrait, puis je faisais de même pour lui. La bête reculait lentement, en rugissant dans la nuit. Par radio, nous avons entendu que la couverture aérienne approchait. Conrad nous a ordonné de battre en retraite, ce que nous avons fait en courant vers la sécurité des blindés. Les Apaches sont arrivés, tirant avec leurs canons de 30 mm, suivis par les Cobras, qui ont lancé plusieurs missiles STO. Enfin, 3 Hellfire provenant des Apaches ont frappé cet endroit, et les Laves ont avancé, vidant leur réservoir de flammes sur le tas de débris. Nous avons poussé un cri rauque de joie en regardant les flammes danser tout autour et tout engloutir. Ce fut une bonne journée. Une journée dont nous nous souviendrons tous. Une journée où nous avons combattu les ténèbres
et où nous avons gagné. Ces derniers temps, tout était calme, aucune observation, aucun incident. Nous profitons de l'atmosphère paisible actuelle. Je pars en patrouille dans quelques heures. Je vais discuter avec les tribus Sasquatch. La semaine dernière a été intense. Nous avons découvert que les groupes de cryptides errants n'étaient pas notre seule préoccupation, et cela a failli nous coûter très cher. Je vais commencer par le début. Lorsque nous sommes partis à la rencontre des tribus Sasquatch, nous sommes arrivés sur place et sommes sortis. Les Sasquatch sont des êtres extrêmement pacifiques et réceptifs. Ils nous ont guidés vers des touristes égarés et nous ont même amené des personnes qu'ils avaient sauvées d'une mort certaine dans la nature sauvage. Ils communiquent par signes, comme vous le feriez avec un gorille. Ils inspirent le respect quand on les voit, en vrai, je peux vous l'assurer. Je suis sorti du MIRAP. La terre craquait sous mes bottes, tandis que j'inspectais les lieux. Nous avons laissé nos armes dans la voiture, comme nous le faisons toujours lors de nos visites, car leur vue les dérange. Les lieux étaient aménagés comme un petit village, avec des huttes simples mais solides, et les Sasquatch vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Nous avons entendu plusieurs grognements et cris dans notre direction. Nous avons répondu par un signe de la main amicale et nous sommes dirigés vers leur chef. Nous sommes arrivés au centre du petit village et le plus grand d'entre eux est sorti. Mesurant près de 3 mètres, il était impressionnant à voir. Conrad a souri et s'est mis à gesticuler. « Comment allez-vous » demanda-t-il en regardant le village. « La récolte et la chasse semblent très abondante cette année. » Le chef grogna en gesticulant en réponse, la poitrine gonflée de fierté. « La saison a été très bonne. Beaucoup de jeunes forts nous ont aidés. Personne ne nous dérange. Nous sommes en sécurité et cachés. » Puis il nous regarda tous, nous invitant à le suivre. Nous le suivîmes, sentant son empressement. Nous arrivâmes à une grande hutte et entrâmes à l'intérieur. Ce que nous y trouvâmes était pour le moins choquant. Une famille entière, un mari, une femme, un enfant de 3 ans et un bébé. Le chef nous a regardés et s'est remis à gesticuler. Nous les avons trouvés alors qu'ils fuyaient d'autres personnes. Ces autres personnes étaient habillées bizarrement. Elles avaient la tête couverte, mais nous avons senti qu'elles étaient des mauvaises. Nous avons attendu jusqu'à la nuit. Les mauvaises personnes avaient donc des fusils, alors nous avons emmené les bonnes personnes loin d'elles. Conrad a hoché la tête en réponse. « Merci beaucoup pour cela. Nous allons les emmener maintenant. Restez à l'abri et en sécurité, pendant que nous fouillons les environs à la recherche de ces autres personnes. » Le chef a hoché la tête et a reniflé, nous conduisant pour récupérer la famille. Sur le chemin du retour vers la base, nous avons découvert que la famille fuyait une secte extrémiste apocalyptique qui se cachait en dehors de nos zones de patrouille. Nous avons également appris qu'ils s'adonnaient à l'occultisme et que leur chef cherchait à ouvrir une faille spatiale pour libérer des créatures de l'autre côté et provoquer l'apocalypse. Je mentirais si je disais que nous avons pris cela comme une journée de travail ordinaire. J'avais déjà eu affaire à des loups-garous, des wendigos, voire à un skinwalker occasionnel, mais l'occultisme était une bête d'un autre genre. Nous avions entendu parler d'équipes en Europe qui s'occupaient d'occultisme, des vampires, des ghouls, des fées, des nécromanciens et même des dragons. Zweihander le savait et avait demandé de l'aide outre-Atlantique. Au cours des jours suivants, nous avons reçu un afflux de nouveaux effectifs provenant des bases européennes. J'ai pu parler à certains d'entre eux, et ce que j'ai appris m'a fait douter. Les Européens menaient une guerre secrète contre tous les cryptides à l'intérieur de leurs frontières, qu'ils soient pacifiques ou hostiles. Alors que nous entretenions des relations correctes avec certains groupes de cryptides et avions même établi des liens avec eux, les Européens appliquaient une politique de la terre brûlée. Personne ne survit.
J'avais mes deux réserves, mais je comprends que leur population de cryptides est un système complètement différent. J'espérais simplement qu'ils n'essaieraient pas de changer la structure et le système que nous avions si durement mis en place ici. Nous avons tous été convoqués à une réunion d'information et avons reçu nos missions. La secte s'était réfugiée dans les montagnes, accumulant des armes et des provisions pour son apocalypse. Notre mission était de frapper fort et de ne laisser aucune pierre debout. On nous a fourni de nouvelles munitions, gracieusement offertes par les équipes européennes. Les cartouches, elles de même, avaient été bénies par des prêtres, mélangées à des artefacts religieux fondus et imprégnés de cendres sacrées. On nous a assuré qu'elles viendraient à bout des cultistes et de toutes les créatures qu'ils pourraient invoquer. Nous nous sommes mobilisés et avons avancé en plusieurs colonnes blindées, accompagnées d'une couverture aérienne et de transport. Le commandement ne voulait prendre aucun risque. Nous pouvions également utiliser la base militaire voisine et ses pièces d'artillerie si les choses tournaient à mal. Nous avons essuyé des tirs dès que nous nous sommes approchés de la montagne, principalement des tirs d'armes légères, d'après ce que nous avons pu juger. Les tourelles de nos transports ont ouvert le feu et lancé des fumigènes pour couvrir notre débarquement. Nous nous sommes déversés à l'extérieur et avons avancé en utilisant les arbres épars et nos véhicules comme couverture. L'air était saturé du crépitement des tirs et du sifflement des balles. 2 Apaches ont survolé nos têtes. Leurs canons de 38 mm mirent tirés pas sur les positions défensives de l'ennemi. Je me suis couché près d'une position de combat, couvrant mon casque et écoutant attentivement le réseau. Je reçois des tirs. 11 heures. Contact. Flanc droit. Flanc droit. Envoyez le 240 tout de suite. J'ai besoin d'un tir de suppression sur notre flanc gauche, immédiatement. Envoyez la mitrailleuse ici. À toutes les unités, pour information. Le groupe opérationnel européen a signalé que les cultistes libèrent des cryptides. Attendez. 3 heures. 3 heures. Cessez le feu. 2-2. J'ai besoin d'un saut à bablieu pour couvrir ce secteur. Sinon, nous allons nous faire écraser. Pour info, notre Mark 19 est hors service. Mark 19, hors service. Nous avons un blessé. Je demande une évacuation médicale. Conrad m'a sorti de ma transe en me faisant signe d'avancer. Je levai mon fusil et le suivis en haut de la colline. Ce que je vis me fit réfléchir à qui nous combattions. Je vis des cultistes, certains en civil, d'autres en tenue de cérémonie, et ce qui semblait être des cryptides que nous n'avions jamais rencontrés auparavant. Ces créatures mesuraient environ 2 mètres, avaient de longs bras, un corps maigre, des cornes qui leur sortaient du front, des griffes noires et recourbées, aux mains et aux pieds, des orbites creuses à la place des yeux et un long museau rempli de rangées de dents acérées, comme des rasoirs. Nous les avons attaqués, nos balles touchant les bêtes. Les munitions qui nous avaient été fournies étaient efficaces, mais pas aussi rapides que nous l'espérions. Il fallait plusieurs tirs pour abattre ces créatures, et elles se précipitaient rapidement depuis la colline vers nos positions. Les équipes européennes ont avancé avec de grands boucliers rectangulaires, semblables à ceux des légions romaines, mais recouverts d'une substance ressemblant à des explosifs. Ils ont formé un mur de boucliers entre nous et les bêtes, et les boucliers ont émis un flash lumineux qui a fait reculer les bêtes, couvertes de brûlures et de trous béants dans le corps. Elles avançaient lentement, pouce par pouce, et nous les suivions. Les cultistes se sont repliés dans leurs abris, et nous les avons suivis, fouillant méthodiquement chaque pièce. Nous avons finalement atteint la dernière cellule, qui était plus grande que les autres, et avons trouvé plusieurs Sasquatch, enchaînés en rang, battus et ensanglantés, ainsi que les derniers cultistes, debout devant nous, avec leur chef. L'homme s'est approché de nous, les bras écartés sous sa robe, la bouche étirée d'un sourire fanatique. « Bienvenue à tous,
Vous êtes sur le point d'assister à la purification de ce monde, à la renaissance de notre civilisation. » Il passa devant les Sasquatch, enchaîné, prit une lame et trancha la gorge de l'un d'eux, ce qui fit hurler les autres de désespoir. Avec le sang de ces bêtes, nous ouvrons un portail vers nos seigneurs, qui nous aideront à débarrasser le monde de ses impuretés. Il nous regarda avec férocité. « Et de vous tous !» Dans un éclair de lumière rouge, le portail s'ouvrit et plusieurs cryptides non identifiés en sortirent, l'un d'eux empalant son chef, qui riait comme un fou, sur ses griffes. La bête se jeta sur nous et nous entrâmes dans la bataille, les équipes européennes formant à nouveau leur mur de boucliers. Un éclair de lumière et plusieurs cryptides furent projetés en arrière, à l'exception de 2 qui réussirent à percer les boucliers. Nous vidâmes d'un rhino-chargeur sur eux, lorsqu'ils passèrent à toute vitesse, et je me sentis en apesanteur lorsque l'un d'eux m'attrapa par la ceinture de mon gilet pare-balles. J'ai sorti mon pistolet et j'ai tiré frénétiquement sur ce que je supposais être son visage. Les balles expansives ont pénétré sa peau, arrachant des morceaux de chair. Il a hurlé et m'a projeté à travers la pièce, m'envoyant valdinguer dans un nuage de poussière. J'ai ressenti une douleur aiguë dans le côté lorsque j'ai heurté la paroi de la grotte, puis tout est devenu noir. Lorsque j'ai repris conscience, j'étais à l'extérieur, derrière mon équipe, près des Sasquatch que nous avions trouvés. Au début, tout était flou, mais je me suis lentement relevé, ressentant une douleur aiguë dans le bras gauche. J'ai utilisé mon fusil comme béquille et je me suis relevé en le brandissant. Tout le monde criait, mon équipe et les autres membres de la base nord-américaine visaient les Européens. Rook m'a regardé, les yeux écarquillés. « Mec, tu t'es réveillé. C'est le chaos total. Il voulait tuer les Sasquatch que nous avons trouvés, mais Conrad a découvert qu'ils avaient été enlevés à l'une des tribus et amenés ici de force. Les Européens ne le croient pas et veulent leur mort. Mec, cette journée s'améliore de plus en plus, n'est-ce pas ?» J'ai souri sèchement. « Je sais, n'est-ce pas? Mon Dieu, comme mon bras me fait mal. » Il a gloussé. « Tu devrais arrêter d'étrangler le serpent, mec. C'est mauvais pour toi. » J'ai roulé des yeux. « Va te faire foutre, mec. » Il a gloussé et m'a rapidement fait un doigt d'honneur, puis est revenu à notre situation actuelle, regardant les canons des personnes avec lesquelles nous venions de combattre côte à côte. Les minutes semblaient durer des heures, car aucune des 2 parties ne bougeait. Je regardais les Sasquatch. Ils se blottissaient les uns contre les autres, effrayés. Je leur fis un signe de tête doux, espérant pouvoir les rassurer. Soudain, l'un des Européens a levé la main, puis l'a pressé contre son oreillette. Son langage corporel semblait perplexe, voire irrité. Il a lentement baissé son fusil, faisant signe aux autres de faire de même. Nous avons également baissé les nôtres, faisant signe aux cryptides de nous suivre. Nous les avons embarqués dans un transport aérien et les avons envoyés à notre base. Dès notre arrivée, les Européens sont rapidement repartis, nous laissant une partie de leur équipement. Pour autant que je puisse en juger, nous ne les reverrons pas de sitôt. Quoi qu'il en soit, les gars, je dois y aller. On m'appelle dans la salle de briefing. Je reviens bientôt. Il y a eu une invasion. Nous avons été attaqués, et je ne sais pas comment cela a pu arriver, mais ils ont frappé fort. Presque tous les fondateurs Alpha sont morts, et tout s'effondre autour de nous. Les canons du périmètre tirent, pendant que je vous raconte tout cela. Les loups-garous qui respectent notre accord nous aident à défendre nos positions. Nous avons demandé des renforts aux bases les plus proches et espérons qu'ils arriveront bientôt. Laissez-moi vous résumer brièvement ce qui s'est passé. Nous effectuions une patrouille de routine. Tout était normal. Depuis que nous nous sommes débarrassés de cette secte, la paix est revenue. Conrad a reçu un message du chef le plus âgé de la meute, qui nous a informé que plusieurs meutes de jeunes loups-garous s'étaient séparées, comme la précédente il y a quelque temps. Il a dit qu'il prévoyait quelque chose d'important
et qu'il nous tiendrait au courant dès qu'il saurait ce qui se passait. Nous avons transmis l'information à Zweihander, qui a élevé le niveau d'alerte de la base à 4, afin de tenir compte du nombre de loups, garous, en liberté. J'étais assis dans la zone commune, examinant les informations et les transmettant aux autres bases concernant les observations et les anomalies. C'est alors que Conrad a fait irruption dans la pièce, nous effrayant tous. Nous l'avons regardé. Il nous a fixés du regard, la mâchoire serrée. « Préparez-vous, nous partons. Auguste a été compromis », a-t-il dit en se retournant et en sortant. Auguste était le nom de code du chef alpha des loups, Garou, et s'il était compromis, cela signifiait que toute la structure du pouvoir dans cette région allait sombrer dans le chaos. Nous nous sommes équipés, avons sauté dans notre Merap et avons foncé vers le bidonville. Pendant le trajet, Conrad a écouté l'enregistrement qu'il avait reçu. « Hé mec, je sais que tu t'es aussi occupé de ce bordel, alors j'ai décidé de te transmettre certaines informations que j'ai recueillies. J'ai découvert qui était le chef de cette révolte et... Attends, qu'est-ce que tu fais ici ?» On entend des coups de feu et un bruit sourd en arrière-plan. Ne fais pas ça. Des années de confiance, des années de fraternité seront détruites. Tu vas causer la ruine de notre peuple. Je t'en supplie, pense aux générations qui nous succéderont. Confiance, fraternité. Nous ne devons rien à ces gens. Ils sont inférieurs à nous, mais ils se comportent comme s'ils étaient des nôtres, ou pire, supérieurs à nous. Nous les effacerons des pages de l'histoire, vieil homme. Nous sommes désormais dans un monde nouveau. On entend un coup de feu, puis la transmission est coupée. Nous sommes tous restés assis dans un silence stupéfait, réfléchissant à ce que nous venions d'entendre. Je me suis adossé à mon siège, mon pouce caressant le sélecteur de tir de mon fusil. Je tournai la tête vers l'avant du véhicule, en entendant notre chauffeur crier « Contact, à midi !» On dirait que plusieurs quartiers résidentiels sont en feu. Conrad acquiesça, puis ouvrit le toit ouvrant lorsque le véhicule s'arrêta. Il pleuvait lorsque nous sortîmes du véhicule. La fumée flottait dans l'air comme un brouillard. Nous avons établi un périmètre, balayant nos secteurs, avançant lentement. Ruck m'a serré l'épaule en passant à côté de moi, murmurant « À 6 heures, mon pote ». Nous nous étions à peine éloignés de notre MRAP que les premiers coups de feu ont retenti. 2 de nos gars sont tombés. Conrad s'est mis à crier, ordonnant d'engager le combat. Des hurlements ont rempli l'air alors que nous commencions à battre en retraite vers notre véhicule pour récupérer les blessés. Plusieurs grandes silhouettes sombres se déplaçaient rapidement dans la brume. Les cris ont atteint leur paroxysme lorsque notre unité a été prise à partie de plusieurs côtés. Notre chauffeur était sorti, tirant avec son fusil à pompe et touchant l'un de nos assaillants. Mes yeux se sont écarquillés lorsque j'ai vu une main griffue l'attraper par son casque. Ses bras et ses jambes se débattaient, tandis qu'il luttait. La bête lui arracha un morceau de gorge et jeta son corps sans vie dans la boue. J'ai ouvert le feu sur la bête. Les balles ont transpercé son corps de bas en haut. 2 balles lui ont transpercé la mâchoire et la tempe. Il s'est affaissé et est tombé du MRAP. Je me suis tourné vers l'extérieur, tirant plusieurs rafales sur tout ce que je pouvais voir. J'ai entendu Conrad crier de nous regrouper près du véhicule. Le MRAP peut accueillir environ 8 personnes. Le conducteur, le passager et 6 personnes à l'arrière. Nous étions 8 à monter à bord et, d'après ce que je pouvais voir, nous n'étions plus que 4. Nous visions tous vers l'extérieur, dans l'obscurité. Les grognements étaient accompagnés du bruit sourd de la pluie autour de nous. Le grognement s'est transformé en rugissement, puis en hurlement, puis en gémissement, lorsque nous avons entendu le bruit de pas s'éloignant de nous. Nous sommes restés là, nos corps serrés les uns contre les autres, chacun couvrant son secteur. Puis nous avons entendu une voix nous appeler. « Tout va bien, vous êtes en sécurité. » Nous nous sommes regardés.
J'ai souri. Rick a murmuré. Si nous sommes en sécurité, j'espère voir arriver quelques jolies filles thaïlandaises. J'ai souri sèchement. Pour l'instant, je veux juste une bière, mec. Cela a provoqué quelques rires supplémentaires. Quelqu'un a ajouté « Ne m'en parle pas ». Nous avions tous accepté le fait que si nous devions mourir, nous mourions ensemble, en emportant avec nous le plus grand nombre possible d'entre eux. Nous avons entendu des pas mouillés se rapprocher de nous. Nous avons pointé nos fusils dans la direction du bruit, et une femme s'est approchée de nous, les mains en l'air. Ses cheveux roux étaient mouillés, tout comme sa veste. Elle a regardé la scène autour de nous en jurant entre ses dents. Plusieurs loups-garous la suivaient, portant certains de nos hommes. Ils les ont déposés avec précaution, à côté de nous, et Ruth les a tous examinés. Il a constaté qu'ils étaient vraiment des vivants, mais qu'ils respiraient à peine. Nous les avons chargés dans notre voiture avec nos morts. Je me suis tourné vers la femme et les loups-garous qui l'accompagnaient. Elle nous a regardés en relevant son col. Nous n'acceptons pas toute cette violence. Nous nous joindrons à vous. Peut-être pas maintenant, mais bientôt, nous nous joindrons à vous dans cette guerre. Elle a regardé autour d'elle. Je suis tellement désolé que cela vous soit arrivé. Sur ces mots, elle s'est précipitée dans l'obscurité, suivie par ses compagnons. Je me suis installé au volant et j'ai enfoncé la pédale d'accélérateur. La voiture filait sur la route, la pluie tambourinait sur la carrosserie métallique. Devant nous se trouvait la base. Les projecteurs étaient allumés et les portes fermées. Elles s'ouvrirent lentement et un grand groupe de personnel se précipita à l'extérieur, armes à la main, nous faisant signe d'entrer. Un hurlement déchira l'air lorsque nous entrâmes et les portes se refermèrent. Ils approchaient et nous n'avions pas beaucoup de temps pour nous préparer. Les tireurs ont pris position dans les tours avec les snipers et des positions défensives ont été installées autour de l'entrée de notre base. Notre base est construite dans la montagne, à l'instar des bunkers utilisés pour se protéger des retombées de nucléaire. Nous disposions de 4 niveaux de défense, tous menant à des portes massives qui séparaient le monde extérieur des niveaux complexes de notre base opérationnelle. Même à l'intérieur, il y avait plusieurs points de contrôle avec des mitrailleurs, installés au cas où les lignes de défense extérieure tomberaient. Je me suis rapidement dirigé vers l'armurerie pour faire le plein de munitions et d'explosifs. Ruck suivait de près, aux côtés de Conrad et des autres survivants de notre équipe. Nous nous sommes tous salués d'un signe de tête et nous nous sommes dirigés vers le périmètre extérieur. C'est alors que les coups de feu ont éclaté. Ils étaient là. Nous avons couru dans les couloirs et sommes sortis à l'extérieur. Les tours de garde se sont animés sous les tirs alors qu'elles engageaient le combat contre les menaces qui approchaient. Plusieurs loups-garous ont escaladé le mur et nous les avons combattus, leurs corps imposants mais agiles se précipitant vers notre ligne de défense. De plus en plus de corps continuaient à escalader le mur tandis que les tours tentaient de contenir la vague. Nous avons continué à tirer sur la masse de chair qui approchait. Beaucoup sont tombés, mais d'autres ont commencé à s'approcher de notre position. Ils se sont engouffrés dans nos positions avec leurs énormes griffes et leurs dents. Nous nous sommes défendus avec des balles, des couteaux et des épées. Plusieurs de nos combattants s'étaient à procurer des armes blanches pendant leur service. Beaucoup avaient choisi de longues épées pour combattre les loups, dont les lames étaient recouvertes d'argent et de cendres sacrées. Dans la mêlée qui s'ensuivit, j'ai vu l'un de nos gars transpercer la poitrine de l'un d'eux avec son épée. Il avait été immédiatement renversé et mis en pièces. Je me souviens encore de ses cris et de ses jurons lorsqu'il a retiré la goupille d'une de ses grenades, dont l'explosion a emporté la plupart d'entre eux. Nous avons lentement commencé à les repousser, ce qui nous a permis de compter nos pertes et nos blessés. Beaucoup de bons hommes et de bonnes femmes ont été perdus en 60 minutes. Alors que nous nous regroupions, nous avons entendu du bruit à la porte.
Conrad a fait un signe de tête dans cette direction et nous nous sommes tous dirigés vers le périmètre. Nous avons vu une foule de gens massés devant la porte, des hommes, des femmes et des enfants. Devant eux se tenait la femme qui nous avait aidés lorsque nous avions été pris en embuscade. Elle nous a regardés. Ses yeux exprimaient de la compassion pour ce qui se passait et elle a incliné la tête. « S'il vous plaît, nous n'avons nulle part où aller. On ne nous accepte plus, car nous n'avons pas participé à cette purge. Je vous en supplie, je vous en prie, trouvez dans vos cœurs la force de nous aider. » Nous nous sommes regardés, puis nous l'avons regardé, restant dans un silence gênant pendant quelques instants, jusqu'à ce que quelqu'un se fraye un chemin parmi nous en marmonnant « Bon sang, mec, ces enfants sont gelés, faites-les entrer. » Nous sommes sortis de notre torpeur et nous nous sommes empressés de les faire entrer dans la base. À l'intérieur, les gardes et le personnel médical s'occupaient d'eux en même temps que de nos blessés. J'ai regardé cette scène, puis je me suis lentement tourné vers l'autre côté de la salle médicale où était suspendue une rangée de sacs mortuaires. J'ai baissé la tête et je suis passé lentement devant eux pour me rendre aux casernes de l'unité. J'ai troqué mon uniforme mouillé contre une tenue chaude. Je me suis assis et je me suis regardé dans le miroir. La nuit allait être longue. Mon esprit essayait encore d'assimiler ce qui venait de se passer. Et j'ai entendu à la radio que des renforts se rassemblaient dans notre secteur. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir, mais on nous a dit qu'ils se préparaient pour un nouvel assaut. Les loups-garous les plus forts du groupe de réfugiés se sont portés volontaires pour nous aider et des drones de combat sans pilote ont été déployés pour nous aider à nous défendre. Je sais que je ne pourrai pas dormir avant un certain temps. Prenez soin de vous tous. J'espère que vous vivrez tous une vie longue et heureuse.